Bien, bonjour à tous et à toutes, et merci d'être présents pour cette soutenance. Je tiens particulièrement à remercier les membres du jury présents ici ou en visio pour avoir accepté de prendre le temps d'évaluer la qualité de mon travail. La thèse que je vais vous présenter s'intitule Questionner les spatialités homosexuelles masculines, une approche régionale et multicritère, le cas de Hauts-de-France. Elle a été financée par la région Hauts-de-France ainsi que l'Université du Littoral de Bâle. Mon exposé s'articulera en quatre parties. Tout d'abord, un retour sur le contexte et le questionnement de recherche. Ensuite, la présentation du terrain d'étude et de la méthodologie mobilisée. Je vais ensuite vous présenter trois points des résultats qui m'ont semblé assez parlants à vous partager. Et enfin, quelques conclusions et perspectives que peuvent offrir ce travail de recherche. Alors tout d'abord, on pourrait dire que cette thèse, elle s'inscrit à la fois en géographie des sexualités et en géographie régionale. Elle part du postulat que l'espace va être un point central dans la constitution des identités sexuelles, des pratiques ou encore des désirs. Mais cet espace, on ne va pas le prendre en compte uniquement comme un support inerte où s'exerceraient des pratiques humaines, mais aussi comme un espace qui va être défini par la position relative des objets qu'il compose, des cultures, des paysages, des représentations ou encore des lois. Et c'est donc ce cadre-là qui va donner tout son intérêt à l'étude des populations homosexuelles. En effet, quand on s'intéresse un petit peu à la littérature sur le sujet, on se rend assez rapidement compte que cette population-là n'a pas toujours été définie, délimitée de la même manière, avec par exemple des travaux anglo-américains qui ont souvent mobilisé le concept d'identité, c'est-à-dire concrètement le fait de se définir comme une personne homosexuelle ou d'être reconnu comme tel par autrui. À l'inverse, en France, on a plutôt eu tendance, pendant un certain temps, à envisager l'aspect des pratiques, c'est-à-dire plus concrètement le fait d'entretenir des relations sexuelles ou amoureuses avec d'autres personnes de même sexe. Moi, dans le cadre de cette thèse, j'ai choisi une sorte d'entre-deux par le biais des désirs, c'est-à-dire considérer un homme homosexuel comme étant un homme qui va admettre des attirances sexuelles ou amoureuses pour d'autres hommes. Une fois ce souci de définition clarifié, tout l'enjeu de la thèse a été d'explorer comment cette homosexualité pouvait influer, voire façonner des pratiques spatiales et des représentations spécifiques de l'espace. Alors, certains de ces phénomènes ont été assez bien documentés dans la littérature, notamment la création de lieux identitaires comme les commerces, l'association LGBT, mais aussi des lieux un peu moins visibles qui vont permettre plus concrètement la réalisation de pratiques sexuelles ou amoureuses comme les lieux de paradis. Néanmoins, lorsqu'on va se pencher sur une grande partie des travaux qui étudient ces populations-là, il y a certains biais géographiques qui apparaissent de manière assez récurrente. Tout d'abord, il apparaît que la grande ville est très souvent présentée comme un point de référence dans les vies homosexuelles. Ainsi, la notion de métronormativité développée par Jack Elberstam montre qu'il existe un certain nombre de représentations selon lesquelles toute personne homosexuelle devrait à un moment ou à un autre de sa vie se rendre dans une grande ville pour vivre de manière épanouie. Ce qu'à l'inverse, les petites villes, les campagnes ou encore les villes moyennes ne permettraient pas forcément. Deuxièmement, la plupart du temps, la taille des villes, exprimée en nombre d'habitants, va être un des principaux facteurs qui va être utilisé pour contextualiser ces vies homosexuelles et parfois sans prendre en compte, on va dire, le contexte dans lequel ces espaces sont situés, notamment en termes de système. Est-ce que ces villes urbaines sont proches ou non d'autres villes urbaines, sont plutôt isolées ou ce genre de choses. Troisièmement, il y a très peu de travaux qui abordent les territoires de manière systémique, ce qui rejoint un peu mon point précédent, c'est-à-dire en prenant en compte toutes les multiples interactions, toutes les multiples influences qui vont pouvoir exister entre les différentes parties d'un territoire, entre les grandes villes, les petites villes, les villes moyennes ou encore les espaces ruraux. Alors, pour répondre à cela, il m'a semblé assez intéressant de mobiliser le concept de spatialité que Michel Lusseau définit comme le fait de s'intéresser
à la manière dont les opérateurs sociaux vont utiliser les ressources spatiales, vont faire avec l'espace qui leur est fourni par le contexte d'expérience dans lequel ils sont insérés, au gré des circonstances qui sont les leurs. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Selon moi, la spatialité va pouvoir s'appréhender par trois principales entrées qui vont elles-mêmes être interconnectées entre elles. D'une part, tout simplement la position géographique des individus ou des groupes, les lieux, les espaces que l'on va choisir ou non de fréquenter. Également, on va avoir un aspect social assez important qui va entrer en jeu, c'est-à-dire de la même manière les personnes qu'on va accepter dans notre entourage ou au contraire éviter, l'identité dont j'ai parlé un peu précédemment, et plus largement comment on va se positionner socialement vis-à-vis des autres. Et enfin, tout un tas de représentations qui vont être liées à l'espace, par exemple l'usage qu'on va en faire, ou encore la valeur sentimentale, symbolique qu'on va lui attribuer. C'est notamment tous ces éléments-là qui vont permettre d'aller au-delà de l'étude de simples pratiques spatiales, afin d'explorer un peu plus en profondeur les liens qui vont unir d'un côté les individus à l'espace de la vie de tous les jours. Alors bien entendu, lorsqu'on parle de population homosexuelle, on peut se demander si le fait qu'il s'agisse d'une population minoritaire au sein de la population générale ne va pas jouer un rôle primordial dans ces spatialités, dans leur organisation. Et pour cela, le concept d'hétéronormativité ou d'homosexualité forcée qui a été théorisé par Adrian Rich va, selon moi, offrir des pistes de réflexion qui me semblent assez intéressantes, ou du moins des pistes de lecture. D'une part, ça va nous permettre de prendre en considération le fait que dans la société moderne, l'hétérosexualité est systématiquement présentée comme normale, comme non discutable. Et d'autre part, prise de manière systémique, elle interroge des interactions qui vont exister entre les orientations sexuelles, le genre ou encore les pratiques socio-sexuelles. Cela va notamment permettre de mettre en évidence des mécanismes croisés qui vont exister entre la dépréciation de l'homosexualité et les attentes en matière de normes genrées qui peuvent exister à l'échelle individuelle, mais aussi à l'échelle des couples. Par exemple, la complémentarité qui est supposée entre les hommes et les femmes, les injonctions liées à la procréation ou encore à l'organisation à l'intérieur même des familles. C'est en partie cette incursion de la question du genre dans la sexualité qui est une des raisons qui a fait que je me suis focalisé en particulier sur l'homosexualité masculine. En effet, les travaux qui existent sur les gays et les lesbiennes ont tendance à montrer que l'hétéronormativité ne s'exprime pas de la même manière pour ces deux populations, mais également que le rapport à l'espace n'est pas forcément le même, avec des espaces distincts qui sont produits, mais également des pratiques spatiales qui vont être distinctes. Alors, pour mieux comprendre le fonctionnement de l'hétéronormativité et des oppressions qui peuvent en découler comme l'homophobie, j'ai choisi de mobiliser plusieurs concepts issus de la géographie du risque. Et on pourrait ainsi définir et comprendre la vulnérabilité des individus face au risque à partir de quatre composantes. Alors, d'une part, l'aléa, qui va en fait être toute la violence, le rejet, la violence quelle qu'elle soit, d'ailleurs symbolique, physique, verbale, qui va potentiellement toucher les individus. Deuxièmement, on va avoir ce qu'on va pouvoir appeler l'enjeu, qui va être en fait lié à la question qu'est-ce que j'ai à perdre si l'aléa me touche ou me concerne. Ces enjeux, ils vont bien sûr être profondément individuels, c'est-à-dire que une personne ne va pas forcément avoir les mêmes enjeux qu'une autre. Et par exemple, l'enjeu d'une annonce de l'homosexualité d'un individu à ses parents ne va pas du tout être le même s'il s'agit d'une personne jeune qui habite encore chez ses parents ou s'il s'agit d'un adulte qui a son propre logement. Et enfin, les deux dernières composantes qui vont ici particulièrement nous intéresser, ça va être d'une part les représentations du risque, c'est-à-dire tout le processus cognitif qui va permettre de juger si une situation, un lieu, un individu représente un danger. Et de l'autre côté, la gestion du risque, d'autre part, qui va constituer l'ensemble des actions individuelles ou collectives destinées à contrôler ou du moins à essayer de limiter l'impact de l'aléa. C'est particulièrement ces deux derniers éléments qui vont qui vont nous intéresser dans ce cas-là, car c'est essentiellement à ces niveaux-là qu'on va pouvoir, on l'espère, observer une transcription socio-spatiale de ce risque et qu'est-ce qu'il va avoir comme impact en termes de fréquentation du territoire, de sociabilité, etc.
Alors tout cela mis ensemble m'a mené au questionnement de recherche suivant, à savoir quels éclairages une approche régionale de l'hétéronormativité peut apporter à la compréhension des spatialités homosexuelles masculines. Questionnement de recherche qui m'a mené à deux objectifs principaux en tête. D'une part, identifier les spatialités homosexuelles à une échelle régionale, et d'autre part, explorer l'influence de l'hétéronormativité dans ces spatialités homosexuelles. Alors, cette approche régionale que vous avez pu voir à la fois dans le titre de ma thèse et dans certains éléments que je vous ai présentés ici, j'ai décidé de l'appliquer à la région des Hauts-de-France. Pour vous résumer un petit peu, les Hauts-de-France, c'est 6 millions d'habitants, 32 000 km², soit un peu plus que la surface de la Belgique. Cette région, elle va présenter un grand intérêt qui va être la diversité des entités urbaines qui la composent et surtout la diversité des influences que ces entités vont exercer les unes sur les autres. On va ainsi avoir une grande métropole, à l'image de la métropole lilloise, mais aussi toute une multitude de villes petites, de villes moyennes, d'espaces ruraux, dont certains vont être sous forte influence d'entités urbaines, tandis que d'autres vont être beaucoup plus isolés dans le paysage régional. Un autre fait qui va être assez intéressant vis-à-vis d'études de l'homosexualité, c'est les représentations sociales qui concernent cette région. On va ainsi avoir une population qui est réputée globalement pour voter massivement pour des partis politiques hostiles aux droits homosexuels, mais aussi à l'inverse, par des faits qui suggèrent plutôt une certaine tolérance envers les communautés LGBT, comme l'élection de la première mère transgenre dans un petit village du département du Nord, ou encore le classement de certaines villes comme Lille ou Amiens parmi les plus gay-friendly de France. Alors, je vais maintenant vous aborder plus concrètement comment cette recherche a été menée. Alors, je suis assez amateur de puzzles et je trouvais cette analogie assez parlante, parce que quand généralement on commence des puzzles, on cherche à mettre un peu en place les contours, et le centre du puzzle va vraiment arriver en dernier lieu pour arriver à le finaliser. Et c'est un peu ce qui a été fait dans le cadre de cette recherche, puisque tout l'intérêt a été d'essayer de trouver des pièces qui pouvaient permettre de définir les contours, de délimiter ce que pouvaient être ces spatialités homosexuelles. Et parmi celles-ci, comme pièce, j'ai notamment abordé la question des identités, de la sexualité, de toutes les pratiques qui pouvaient en découler, des lieux qui pouvaient être mobilisés ou créés par les individus ou les groupes, la question de la victimation également et de l'oppression des individus homosexuels, et de l'autre, de tout ce qui va être l'acceptation de l'homosexualité par la population générale. Alors, tous ces morceaux, il a bien fallu mettre en place un certain nombre de méthodes pour les identifier et les étudier. Et il a donc fallu mettre en place aussi des processus assez larges de récolte, de production et d'analyse de données, qui se sont articulés autour de 3 types d'enquêtes distinctes qui ont été menées en simultané. Tout d'abord, ce qu'on pourrait appeler une enquête documentaire à gauche, c'est-à-dire essayer d'identifier, de contacter des structures déjà existantes qui vont posséder des bases de données déjà établies, de les contacter et donc d'essayer de se procurer ces données-là. Cela a été en partie fait auprès d'associations qui travaillent dans le domaine de l'homosexualité ou des notions connexes, notamment la lutte contre l'homophobie, mais également auprès de la presse régionale spécialisée ou encore sur des sites Internet communautaires qui sont fréquentés par la population homosexuelle. Dans un second cas, il s'agit de 2 enquêtes quantitatives qui ont été menées par questionnaire. La première, afin de produire des données qui permettraient de mieux contextualiser les vies homosexuelles d'individus qui résident dans la région. Et les thématiques prises en compte couvraient notamment tout ce qui concernait l'influence de la crainte de l'homophobie dans les pratiques sociales, spatiales. Également, le rapport aux identités homosexuelles, mais également la fréquentation du milieu LGBT, c'est-à-dire tout ce qui va être commerce, associations ou tout simplement d'autres individus ayant les mêmes orientations. La seconde étude concernait plus spécifiquement la population générale en milieu rural, afin d'en étudier leur acceptation de l'homosexualité, plus spécifiquement dans ce milieu-là. Enfin, le troisième type d'enquête, qualitative, a été mené par entretien semi-directif, aussi bien auprès d'individus en nom propre que de responsables associatifs, principalement LGBT. Et ces entretiens, ils venaient en complément et en support aux 2 enquêtes documentaires et quantitatives qui ont été énoncées précédemment, en reprenant un certain nombre de thématiques communes
avec comme but de les approfondir avec des récits un peu plus personnels et détaillés. Par la suite, tous ces traitements-là, de ces données, a permis de produire un corpus cartographique assez conséquent qui permettait de décrire les répartitions régionales, géographiques, d'éléments comme les agressions homophobes, par exemple, la localisation des commerces communautaires ou des différents lieux liés à ces communautés, ou encore tout simplement les lieux de résidence de personnes homosexuelles. Je vous présenterai donc certains de ces productions cartographiques dans la partie suivante, puisqu'on va voir maintenant les résultats. Donc, comme je l'ai dit, on va maintenant passer à la partie des résultats, où je vais vous présenter 3 résultats qui, à mon sens, montrent assez bien toute la diversité des différentes approches menées. Le premier concerne plus spécifiquement le réseau associatif LGBT régional. Donc pour cela, j'ai mené un recensement de ces structures dans la région pour en appréhender aussi bien la répartition géographique que les activités qui étaient menées par ces associations et notamment leur fréquentation. Au total, 22 associations ont été enquêtées de la sorte, donc vous pouvez voir la répartition sur la carte de droite. Alors on y retrouve ici, bien entendu, une forte concentration des associations dans les grandes villes, notamment Lille et Amiens en tête. Mais là où ça va être particulièrement intéressant, c'est quand on va se pencher plus sur la fréquentation de ces associations. Et à ce niveau-là, on va se rendre compte que ce n'est pas forcément les grandes villes qui accueillent forcément le plus d'individus, mais aussi des villes un peu plus excentrées, voire parfois des villages ruraux. Donc, c'est les points que vous pouvez voir en rouge très foncé. Pour essayer de comprendre un peu les disparités qui peuvent expliquer ces disparités justement entre les associations, les entretiens qui ont été menés avec les divers responsables associatifs ont donné des clés qui me semblent assez pertinentes pour lire ces disparités, que je voudrais schématiser sur la gauche de la diapositive. Il apparaît ainsi que la pérennité et le développement des associations va majoritairement être influencé par 3 facteurs directs. Alors tout d'abord, ce qui va être le public cible, qui par son implication, ses adhésions, ses dons vont participer à développer plus ou moins l'association. Et plus ce public va être large, plus l'association va généralement pouvoir s'établir durablement. Alors, c'est quelque chose qui est assez général à toutes les associations, mais ça va être très important dans le cas des associations LGBT, parce que selon si l'association va être à destination de l'ensemble de la communauté, ou plutôt s'adresser à des sous-communautés comme les personnes transgenres, que les hommes ou que les femmes, ça va avoir un grand impact, voire même si certaines vont prendre en compte également un public hétérosexuel dans leurs adhérents. Ensuite, on va avoir l'ère d'influence qui va être liée à la fois à des dynamiques de coopération ou de concurrence entre les associations, mais aussi à la volonté des associations d'étendre leurs activités à un territoire plus ou moins large. C'est quelque chose qui est assez flagrant sur l'île notamment, où on a un nombre assez important d'associations qui parfois vont avoir un certain nombre de divergences politiques qui vont avoir tendance de manière ponctuelle à fracturer, voire à disperser le milieu. Enfin, on va avoir bien entendu les collectivités territoriales qui, grâce à leur subventionnement ou tout simplement avec un soutien matériel ou humain, vont avoir un impact sur la visibilité et les possibilités des associations de s'approprier le territoire local. Tout cela, ça va un peu plus se manifester clairement lorsqu'on va s'intéresser aux activités des associations au cas par cas. Pour vous illustrer ça, j'ai choisi une association située à Compiègne. Donc, c'est une ville moyenne de l'Oise, environ 50 000 habitants, et qui est, depuis quelques décennies, majoritairement localisée à droite en politique. Et elle est réputée notamment pour avoir été en 2013 un des grands bastions du mouvement de la Manif pour tous. Alors, ce contexte, il va avoir des répercussions sur les possibilités que l'association va avoir d'occuper l'espace de la ville. Alors, vous vous en doutez bien, le faible subventionnement de la mairie et les tensions qui vont ponctuellement apparaître, notamment lors de l'organisation de grands événements comme les marches de fierté, tout cela va avoir généralement tendance à freiner le développement de l'association. Mais à contrario, ça va aussi, cette position, légitimer le fait que l'association a une bonne raison d'être là et ça va notamment renforcer son identité sur le territoire. Alors cela va se traduire par exemple par la volonté de l'association de proposer des actions dans d'autres villes également du département
qui vont présenter un peu le même contexte comme les villes comme Beauvais. Et aussi, cette opposition à la mairie, ça va avoir tendance à se refléter dans les lieux qui sont mobilisés par l'association, notamment un très faible recours aux locaux municipaux, et plutôt se positionner sur des partenariats commerciaux, associatifs, ou même encore utiliser le domicile de certains adhérents pour certaines activités ou événements. Maintenant, on va aller un peu au-delà de aller encore plus loin dans le questionnement de ce qu'on peut considérer comme un lieu LGBT. Là, on a parlé un peu de lieux privés comme le domicile ou encore des commerces qui vont être ponctuellement mobilisés dans ce but. Avec une pratique que j'ai choisi d'étudier, qui est la drague dans l'espace public. Pour ça, je me suis basé sur des données d'un site de rencontre qui est spécialisé dans ce domaine, pour étudier aussi bien les lieux qui sont investis par les individus que les usagers eux-mêmes qui sont inscrits sur ce site. Alors, un premier fait marquant, c'est que parmi la dizaine de milliers d'individus qui sont inscrits sur le site et qui résident dans la région, une grande partie se définit comme bisexuelle, ce qui va avoir tendance à interroger la grande binarité qui habituellement régit les régimes des orientations sexuelles, soit hétérosexuelles, soit homosexuelles. Un second fait qui va être assez intéressant va cette fois plutôt concerner la nature des lieux qui sont exploités, notamment mettre en évidence des lieux qui vont être facilement accessibles et qui vont avoir une apparence naturelle assez importante. Et c'est particulièrement ces lieux-là qui vont être détournés à cet usage de la drague. Et ainsi, la majorité des lieux vont être des lieux boisés, par exemple, des espaces lunaires, des parcs ou encore des aires de repos. Ça va notamment confirmer des autres travaux qui se sont intéressés à ces pratiques, notamment sur le fait que le choix de ces lieux est fortement impacté par les représentations érotiques qui sont liées à ces lieux. Ainsi, dans certaines descriptions de sites, notamment une que je vous ai mis en bas à droite, on aurait du mal, si on les sortait de leur contexte, de savoir qu'il s'agit vraiment d'un lieu de drague et pas d'un guide pour une randonnée pédestre assez lambda. Dans la description ici, le but est surtout de décrire la nature environnante, comment s'y rendre, inciter à respecter le lieu. Et au final, les allusions sexuelles sont assez peu visibles, voire même parfois un peu cachées. Et donc tout cela va bien entendu se répercuter lorsqu'on regarde la répartition des lieux dans la région. On va ainsi avoir des sites très fréquentés le long des axes autoroutiers qui vont être facilement accessibles, mais aussi permettre le passage d'un certain nombre de personnes. C'est notamment le cas de l'A1 entre la région parisienne et la métropole lilloise, mais aussi de toutes les autoroutes qui partent de la région lilloise pour aller vers les villes moyennes environnantes comme Dunkerque, Valenciennes ou encore le bassin minier du Pas-de-Calais. Également, on va avoir des lieux beaucoup moins nombreux, mais très fortement fréquentés sur le littoral et dans les espaces boisés du sud de la région, notamment autour des 3 baies, baie de Somme, baie de Canche et baie d'Authie, mais aussi dans le parc naturel régional de l'Oise au sud. Enfin, puisque la concentration de la population va quand même avoir une certaine influence, il y a un nombre important de sites en périphérie des zones urbaines, notamment en périphérie de la métropole lilloise, mais aussi, encore une fois, dans le bassin minier. Ces résultats, au-delà de renseigner sur des pratiques qui sont généralement assez peu connues du grand public, permettent aussi de rééquilibrer un peu en partie l'idée selon laquelle les environnements urbains seraient les seuls propices à l'expression de l'homosexualité. Là, on se rend compte que les critères plus ruraux, naturels, vont aussi avoir un intérêt pour les personnes homosexuelles, du moins dans le cadre de la drague. Le troisième et dernier résultat que je vais vous présenter va concerner cette fois les représentations du risque homophobe, c'est-à-dire la manière dont les individus vont estimer être plus ou moins exposés à de potentielles violences selon certains contextes. En effet, au vu des résultats précédents que je vous ai montrés, on peut se demander un peu quelle part cette gestion du risque va avoir dans la sélection, le choix des lieux qui sont fréquentés. Par exemple, est-ce que la répartition de ces lieux de drague a un rapport aussi avec la crainte de l'homophobie? Et on va justement voir comment ces représentations semblent aussi intimement liées à la question du genre. Alors tout d'abord, j'ai abordé cela par le biais de la victimation, c'est-à-dire la fréquence à laquelle les individus pensent avoir été victimes de préjudices dans divers contextes, que ce soit au travail, dans l'espace public, dans le milieu familial aussi. En croisant ces données avec l'expression genrée des hommes interrogés, autrement dit, comment ils se positionnent
sur l'échelle allant de tout à fait masculin à tout à fait féminin, on constate que les individus qui estiment avoir une apparence ou une attitude plutôt féminine ou androgyne vont déclarer être significativement plus souvent être victimes de préjudices. Et cela contrairement aux hommes qui vont se définir comme tout à fait masculins notamment. Cette différence genrée, elle va se retrouver également dans les stratégies qui vont être mises en place pour se prémunir du risque et qui vont souvent consister à restreindre la présence des individus dans l'espace. Cela va passer notamment par le fait d'éviter de fréquenter certains lieux ou certains types de personnes qui vont être jugées ou perçues comme plus homophobes, mais aussi, à contrario, de privilégier l'entre-soi avec, par exemple, la fréquentation du milieu LGBT, de certains commerces, certaines associations, ou tout simplement d'avoir une part de personnes homosexuelles plus forte dans son entourage. Aussi, ça va être le fait de s'adresser prioritairement à des services qui vont être déclarés comme LGBT-friendly, notamment pour tout ce qui concerne certains types de commerces ou encore dans le domaine de la santé, plus particulièrement dans des contextes où divulguer son orientation sexuelle va paraître un peu plus nécessaire, voire primordial. Au regard des travaux qui existent sur les masculinités, on peut se demander ce qui peut impacter ces données, cette corrélation. D'un côté, il est probable que l'éloignement des individus aux normes masculines va provoquer une plus forte victimation et donc plus fréquemment le recours à des stratégies de protection ou d'évitement. D'autre part, peut-être que aussi le fait d'avoir une identité de genre qui soit tout à fait masculine va aussi tendre à entraîner une sous-déclaration des violences et des difficultés pour les individus eux-mêmes à se déclarer et à admettre être victimes de violences. Cette prise en compte du préjudice dans les processus spatiaux, elle va permettre notamment une mise en perspective des résultats précédents. On peut se demander, par exemple, comme j'en ai un peu parlé tout à l'heure, quelle part ce risque va prendre dans le choix et la localisation des lieux de drague. Pour les associations, c'est un peu plus évident, comme on a pu le voir avec le cas de Compiègne, qui affirme d'autant plus sa raison d'être sur le territoire au vu de l'hostilité des pouvoirs publics locaux. Pour finir, je vais conclure avec quelques pistes que ce travail a pu suggérer. Donc tout d'abord, dans la mesure où les données disponibles sur l'homosexualité sont très parcellaires et qu'il existe très peu, voire pas du tout, de bases de données constituées, ce travail, il a permis de mettre au point une méthodologie reproductible visant à produire de la donnée sur les spatialités homosexuelles. Deuxièmement, c'est en termes d'apport de connaissances que ce travail s'est montré très intéressant, en nous permettant d'établir une cartographie régionale des formes de présence, mais également des représentations homosexuelles. Comme vous avez pu le voir, j'ai ainsi pu produire un nombre assez important de cartes qui visent aussi bien à observer la répartition des différents types de lieux produits par ces populations, mais surtout d'appréhender les logiques sous-jacentes qui vont pouvoir expliquer ces répartitions. Également, les entrées mobilisées ont permis d'appréhender ces spécialités homosexuelles via divers angles. Et ces divers angles, ils ont à leur tour pu nuancer certains systèmes binaires qui existent fréquemment, par exemple concernant les orientations sexuelles, des catégories de genre ou les catégories urbaines. Mais d'un autre côté, il y a aussi certains points qui restent encore en suspens, notamment la question de la masculinité, qui est encore un peu trop parcellaire pour déceler des véritables implications de celle-ci dans les spatialités étudiées. Comme disait Michael Kimmel, nous ne savons pas encore comment parler des masculinités. Alors certes, ça date de plus d'une décennie, mais on se rend compte quand même que la masculinité est encore largement sous-étudiée au sein des études de genre. Aussi, il y a, je pense, encore quelques clés méthodologiques à trouver pour poursuivre une approche un peu moins binaire. Le terme d'homosexualité, je m'en suis rendu compte, est parfois encore un peu trop essentialisant. Et peut-être qu'il reste encore à trouver des sémantiques un peu plus adaptées qui permettraient de mieux aborder des populations qui ne se reconnaîtraient pas forcément dans les régimes identitaires. Du côté de la connaissance des logiques hétéronormatives, l'étude n'a pas encore suffisamment pu permettre de mettre en évidence des spécificités locales. Il faudrait pour cela, je pense, mener des enquêtes un peu plus précises, peut-être travailler davantage au plus près des territoires, aussi bien en termes d'acteurs contactés que des canaux utilisés pour aborder cette population. Et enfin, cette étude elle a permis d'opérer des croisements disciplinaires assez intéressants, notamment en abordant la question des violences homophobes par l'angle de la géographie des risques et de la psychologie sociale. Ces croisements, ils ont permis de mieux contextualiser les relations entre les individus et l'espace de la vie de tous les jours. Mais néanmoins, tout cela, ça demeure assez encore exploratoire et mériterait d'être mieux approfondi, d'être davantage formalisé par de futures études. Voilà, merci de votre attention.